Bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour cette dernière table ronde de ce festival SoFest. Je suis Solveig Barbier, je travaille pour une association qui s'appelle Arviva, dont France Festival est adhérente, et qui est une association qui réunit des professionnels qui agissent sur la question de la transition écologique. On essaye en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs intervenants et intervenantes que je vais vous présenter. Après avoir fait une petite introduction sur la thématique et ce sujet de contraintes économiques et contraintes écologiques. Quelles articulations qui est une thématique qui est apparue quand même plusieurs fois pendant ces 2 derniers jours, c'est-à-dire que on voit assez rapidement, dès lors qu'on parle d'écologie, de la question de la contrainte financière d'ailleurs en fait plus que économique. On n'a pas forcément les moyens de payer des toilettes sèches, de payer des personnes pour faire le reporting carbone. Donc on a vraiment une véritable contrainte financière qui se met en œuvre avec cette question d'écologie qu'on a pourtant, en tout cas dans les gens qui sont intervenus, envie de traiter. On a aussi une contrainte sociale. On se pose la question dans cette transition écologique qui s'amorce et cette crise écologique à laquelle on doit répondre, la question des emplois, qu'est-ce que ça va devenir du secteur culturel et globalement, que vont devenir les emplois demain dans la société de demain. Puis aussi une question politique qui est très un peu prosaïque, mais qui est cette question de la théorie, enfin de la tragédie des horizons. En fait, à quoi bon finalement s'engager dans la transition écologique alors qu'en fait on va pas voir les prochains effets d'ici les prochaines élections. Donc à court terme, ça n'a pas tellement d'intérêt de s'y mettre, puisque c'est pas ça qui va vous donner une prime à la fin de l'année, c'est pas ça qui va vous faire réélire. Et donc on voit aussi qu'il y a une difficulté à s'engager là-dedans, alors que ce qu'on nous demande la semaine prochaine, c'est plutôt un bilan sur le nombre de spectateurs, spectatrices, ou un nombre sur notre budget, bien plus que sur à quel point on aura réussi à décarboner. Et donc toutes ces impasses, elles ont été nommées, ces paradoxes et ces impasses, elles ont été nommées plusieurs fois hier. Et donc en théorie, ça paraît assez compliqué de savoir comment on va se dépêtrer de ça. Voilà, sur la théorie, on pourrait s'arrêter là et se dire ça marche pas. En fait, ça coûte trop cher la transition. On n'a pas intérêt à le faire. En plus, ça va ruiner nos emplois. Et en même temps, on voit, et on l'a vu depuis quelques jours, et ça va être encore le cas aujourd'hui, c'est que dans la pratique, il y a plein de personnes et plein de festivals qui mettent en place des choses assez extraordinaires, qui sont assez profondes, qui vont de l'ordre de la petite première mesure de l'éco-cup jusqu'à des choses beaucoup plus profondes, et qui arrivent en fait à faire ça avec un budget qui est contraint, en tout cas qui est égal, et la preuve... Il se passe des choses malgré toute cette théorie sur le fait que ça marche pas en fait. Donc l'idée c'est aussi de voir ça de manière un petit peu positive. Je suis pas sûre qu'en effet il n'y a pas eu d'argent magique. Aucun de vous qui avait mis en place des choses avait reçu comme ça une espèce de bourse financière pour mettre en place ce que vous avez mis en place. Et donc mon questionnement c'était un peu comment font ceux qui y arrivent finalement, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a marché et comment ça marche dans la durée, puisque les expériences que vous allez nous proposer, en tout cas que vous allez nous raconter, sont en mon sens assez profondes et vraiment vont au-delà de l'ajout ou de la modification à la marge du projet, s'implantent véritablement dans une transformation du projet. Et donc là, c'est là où on passe à la pratique, c'est-à-dire qu'en théorie ça marche pas et en pratique on voit bien que ça marche. Donc comment on arrive à se dire, comment on s'inspire de là où ça marche pour peut-être en voir d'autres. Et donc c'est sur ces entrefaites que je pense qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que là, toutes ces choses-là, elles viennent bousculer le modèle économique, elles viennent le décrire de manière un peu différente. Et l'enjeu, c'est donc de prendre en compte ces choses-là, puisque là, on a beaucoup parlé sur la question d'atténuation, et quand je parlais de la tragédie des horizons, on n'a pas intérêt à atténuer les impacts parce que ça nous apporte pas de popularité. En l'occurrence, on a quand même beaucoup intérêt à s'adapter, puisque à court terme, en effet, c'est pas la baisse des émissions de gaz à effet de serre qui va vraiment changer la face du monde, mais à très court terme, on voit, et les chiffres, je crois, du DEPS ou du CNM qui étaient montrés hier le montrent. En fait, il y a un tiers des festivals 2023 qui ont été confrontés à des aléas naturels. Quand on croise ça avec les chiffres du nombre de festivals qui sont exploités en extérieur, en fait, il y a une question de garantie et de pérennité de l'activité qui se pose de manière très très concrète. Et donc là, il ne s'agit pas de gagner en popularité, mais tout simplement de pouvoir encore faire un festival demain. Une fois tout cela dit, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à nos intervenants et intervenantes que je présente individuellement avant de leur laisser un peu la parole. On a Erwan Gouadec, donc, qui est directeur délégué de l'association des transmusicales qui se tient donc festival et notamment et avec une saison aussi l'année qui est en Bretagne près de Rennes. Natalia Osko-Yaka, qui est directrice du Valley of Arts Festival qui se tient en Hongrie et qui nous en parlera juste après. Gwendolyn Sharp, qui est fondatrice de The Green Room, qui est une organisation qui œuvre pour un changement environnemental et sociétal dans l'industrie de la musique. Et Julien Sauvage, qui est directeur de Cabaret Vert à Charleville-Mézières, que je pense vous connaissez. Peut-être pour commencer, je voulais peut-être un tout petit peu de poésie.
Et pour ça, je voulais proposer à Natalia peut-être de nous raconter un peu comment était né le festival Valley of Arts. Qu'est-ce qui a motivé en fait la création de ce festival au début? Well, actually, the Valley of Arts already was born with the thought of sustainability. There are 3 nice villages at the Balaton uplands, above Balaton, and they were like beautiful. Some artists, when they're in the 80s, had their weekend houses there. There was a huge community. They had huge parties. And actually, when they were already established there, and when they're quite a lot, they realized that from time to time the river dries out, and then it dried out for 2 years, and this was the point when they realized that there is some kind of ecological catastrophes going on, and they went to the root of the whole thing. It turned out that 5 villages away there was a construction made, etc. So as they were artists and they wanted to help the villagers, what they did is a festival to raise money to reconstruct that bad construction, and with the festival, which was firstly organized in 1989, they managed to bring water back to the water stream, to the river, which made happy not only the villagers, but just gave back the ecological system there, the life it kind of lost for 2 years. So basically, this was the only means what these artists had to make a festival. And since then, we always have some goals that we want to develop together with the villagers. Usually they are ecological related, and every year we dedicate some profit from the festival in order to make these developments happen. Merci. Et donc, vous dites que vous avez donc ce festival, il a été conçu pour lever des fonds pour ce fleuve qui était à sec. Aujourd'hui, le fleuve, il est remis en eau, mais en même temps, vous avez réussi à garder le festival. Donc, vous disiez que vous construisiez les objectifs avec les habitants et habitantes de la région. Comment vous avez réussi à transférer cette motivation vers quelque chose qui était très concret, de la remise en eau, vers des nouveaux objectifs, et vous arrivez toujours à lever du coup de l'argent sur cet enjeu de protection de la nature? The good thing is these are poor villages, as it is, I think, all over the world, that smaller settlements doesn't have that much of funding. So we always find something together, some new objectives, some new goals, and they are really inspired. And actually, we realized, during the 34 years that there is no cultural infrastructure. They didn't have a cultural center. And for example, one of the objectives, which is now the societal pillar of our sustainability strategy, we opened a small cultural center in 2021, which is targeting the villagers and all those people who live around only. And we have programs for babies, literature, small concerts throughout the year, so from middle September until May as well. So then we had new community building societal programs, not only ecological ones, that we help with the festival. So the festival has a real effect on these villages and their lives. Alors que, donc, merci pour ce témoignage. Pour Cabaret Vert, c'était pas du tout la même chose. Vous vouliez une innovation de marché, c'est ça qui vous êtes dit, on va faire une start-up pour gagner plein d'argent. C'était ça la création du festival. Ouais, mais ça n'a pas très bien marché. Mince alors. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, donc là, il y avait, peut-être si vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que ce que vous me racontiez quand on a échangé aussi, c'est qu'il y avait aussi une préoccupation quand vous avez créé le festival, qui était créer de la valeur pour les habitants et habitantes. Alors là, il n'y avait pas, initialement, cette question de fleuve, elle est pas venue immédiatement. Mais peut-être que vous pourriez nous dire un peu plus, vous, quel était l'état d'esprit quand vous avez créé le festival, pour qui vous le faisiez, en fait? À l'origine, donc Cabaret Vert qui se situe à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Le département des Ardennes, c'est un département qui est assez méconnu, voire même mal connu. Quand on le connaît, c'est plutôt pour des mauvaises raisons, notamment la désindustrialisation. On a beau être à 1h40 en TGV de Charleville, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui sont capables de positionner les Ardennes sur la carte de France. C'est un peu le pays où on n'arrive jamais. Pour autant, plus belle place 17e d'Europe, le pays d'Arthur Rimbaud
entre autres, si je devais citer 2-3 choses, un patrimoine naturel assez remarquable. Et puis, face peut-être un peu, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais c'est la réalité. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de chance avec la qualité de nos politiques. C'est depuis 50, 60 ans. Je pense que c'est une des raisons, et on a décidé à plusieurs de se prendre un peu en main, plutôt que d'être tout le temps dans la critique un peu facile ou du constat un peu amer. Et effectivement, on a à quelques dizaines au début, puis maintenant à quelques milliers, on a décidé de monter un événement pour fédérer tout un territoire. Donc, ce qui symbolise la création du festival et à mon avis sa réussite, c'est effectivement l'ancrage territorial. Alors, je pourrais être très long là-dessus, mais peut-être un chiffre qui pourrait un peu illustrer ça, c'est que 3000 bénévoles, sachant qu'on en refuse tous les ans, 600 partenaires, dont 500 mécènes autour de la table, et je pense que l'ancrage territorial, et qui est pour moi un des pans au final indirectement du développement durable, ça a été notre ce qui fait qu'aujourd'hui le festival, qui a commencé avec rien, comme une toute petite association, je sais que j'ai pas le droit de le dire, mais je vais le redire quand même, on a commencé avec 400 € il y a 20 ans, et puis aujourd'hui le budget du festival est de 12 millions d'euros. Alors par contre, effectivement, la rentabilité, c'était peut-être pas le meilleur secteur d'activité à prendre, surtout en ce moment, mais on est extrêmement optimiste sur l'avenir. Ça pose la question un peu de ce qu'on définit dans la rentabilité, parce que là, la rentabilité, si on prend stricto sensu le budget et les éléments financiers, en effet, c'est pas rentable, enfin ça fonctionne pas. Mais quand vous parlez de toute la valeur qui est créée, puisqu'en fait, quand on voit le niveau d'engagement des mécènes, des publics, enfin là vous citiez plusieurs des nombres importants. Alors bon voilà, on peut les interpréter comme on veut, mais d'implication, ça montre que ça crée de la valeur pour ces personnes-là, parce que vous racontiez aussi que il y avait là, si on se rapproche de la question du contexte climatique, vous aviez vécu un événement climatique il y a quelques années, où en fait ces mêmes mécènes et bénévoles s'étaient même mobilisés pour remettre en état le terrain, ça gracieusement, et donc d'un véritable attachement. Donc ça, c'est pas un truc qu'on voit dans un budget à la fin, mais ça montre bien une forme de rentabilité, puisque ces gens-là vont prendre du temps, vont mettre à dispo des machines pour le faire. Peut-être si vous voulez bien expliciter un peu de quoi je parle quand je parle de ce moment-là. Alors on n'a peut-être pas subi la taille des intempéries. De toute façon, il fait toujours beau dans les Ardennes, c'est un truc à savoir, mais on n'a pas subi les intempéries peut-être assez dramatiques que certains festivals ont pu connaître. Je pense dernier en date, parce que ça avait fait pas mal de presse, c'est les Eurocaines de Belfort, mais effectivement on a eu 2 ou 3 fois ces quelques dernières années des gros épisodes pluvieux et qui auraient pu condamner le festival, ou en tout cas l'ouverture du festival. Et on a en quelques coups de fil, en une demi-heure de temps, une quinzaine d'entreprises qui interviennent avec des camions, des pelleteuses, les bénévoles qui sont en place. Et jusqu'à présent, le festival a toujours réussi à ouvrir la totalité de ce qui était prévu, que ce soit en format 5, 4 jours globalement. Et quand tu parles effectivement de la rentabilité, bon, on le sait tous, hein, le secteur des festivals est un peu particulier, un peu compliqué en ce moment, pour tout un tas de raisons. Je pense qu'on en a largement parlé hier et un peu aujourd'hui, mais ce que tu pourrais dire effectivement, c'est plutôt les externalités positives du festival. Encore une fois, on est sur un territoire assez rural, sur un territoire qui a plein d'atouts, mais qui nécessite d'être développé. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manquait peut-être, c'est des éléments catalyseurs ou fédérateurs. Et on a pris ce parti-là de pas être juste un événement culturel, mais d'être un outil au final au service du territoire. Et puis je pense que tout le monde est en train de subir de plein fouet la problématique des fonds publics. Nous on est complètement à l'inverse. On a une usine en plein cœur du festival qui est inscrite au monument historique, qui va être totalement réhabilitée avec l'aide des pouvoirs publics. Donc c'est une énorme reconnaissance. Et pour parler de montant, quand on cumule les opérateurs privés, les opérateurs publics, etc., qui nous font confiance, c'est à peu près 50 millions d'euros qui arrivent sur le site même du festival. Et puis, il y a l'argent magique, donc finalement. Pardon ? C'est l'argent magique dont on parle. Ouais, c'est dans le contexte actuel, oui, l'argent magique, c'est assez extraordinaire. On a un président d'agglo et maire de Charleville, je crois, qui a bien compris l'impact du festival, qui dépasse totalement le secteur culturel. Enfin voilà, pareil, quand on a 500 mécènes sur un territoire comme le nôtre, je vais pas dire qu'il y a une entreprise sur 2 qui est sur le festival, mais si on faisait des raccourcis, on pourrait dire ça. Ouais.
Mais c'est intéressant parce que du coup, là, la question aussi de reconnaissance d'un investissement qui va se matérialiser de manière financière sur ce projet dont on parlera, je pense, davantage après parce qu'il est vraiment passionnant, il vient aussi en reconnaissance d'une valeur qui n'est pas monétaire, qui est en effet ce que vous créez sur le territoire pour les acteurs et que Natalia aussi proposait sur la question de l'animation du territoire et des habitants et habitantes avec des communautés qui étaient là toute l'année et de revivification, de prise en compte en tout cas des externalités ou même de la question de la nature. Et peut-être c'était aussi quelque chose sur lequel je voulais interroger Erwan là quand on préparait sur la question de la valeur aussi qui ne s'inscrit pas au budget avec une ligne. Vous me disiez que notamment dans le travail que vous faites actuellement avec la Convention d'entreprise pour le climat dont on pourra reparler et Redirection, vous me disiez oui si dans le futur il n'y a plus la possibilité de prendre l'avion, il va y avoir besoin de se dépayser de manière locale, enfin de trouver et peut-être que les festivals seront là pour créer cette valeur en fait là de dépaysement, un mode local. Peut-être est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé là? Vous me parliez en effet de Redirection et de la Convention des entreprises pour le climat. Si vous voulez réagir, bien sûr. Oui, bonjour. En effet, nous, on est pour situer, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas les rencontres transmusicales de Rennes. Nous, on a lieu sur 5 jours, début décembre, le premier week-end de décembre depuis 1979. On est un festival qui a ce site particulier d'être vraiment sur l'émergence. Les projets qui sont sur scène sont souvent des premières scènes françaises ou européennes ou des premières scènes tout court selon l'origine des artistes. C'est tous les styles de musique et beaucoup de pays d'origine. Et j'ai tendance à dire qu'individuellement, chacun des groupes qu'on programme pourrait peut-être attirer 50 personnes en concert à Rennes en temps normal. Et au Transmusical, elle est amenée à jouer dans des halls devant 5000 personnes pour parfois une première date, quoi. Donc c'est vraiment, faut imaginer cette équation très particulière d'une extrême émergence et d'une audience assez importante. Nous, on s'est engagé il y a 20 ans à la faveur d'un déménagement, un changement de site dans le développement durable et solidaire. Il y avait peu de festivals engagés à ce moment-là. Béatrice Massé, qui est intervenue ce matin, qui est cofondatrice, co-directrice à l'époque, a vraiment embarqué le projet dans le développement durable et a essayé de gratter petit à petit des espaces pour que le secteur culturel puisse se saisir de ces questions. Là, ce que j'entends avec ta question Solveig ou le témoignage de Julien, c'est bien que ce qui se joue a très très largement dépassé le côté sectoriel de la culture et est devenu un fait culturel au sens plein du mot culture, qui invite à faire tomber énormément de barrières, de cloisons, à vraiment envisager ces questions-là de façon beaucoup plus transversale. Alors c'est un peu tarte à la crème parce qu'on parle beaucoup de sortir des silos, c'est des choses qu'on exploite beaucoup. C'est vrai qu'on a eu l'occasion à travers 2 expérimentations de commencer à abattre des frontières. La première, c'est un projet qui s'appelle Redirection, auquel on a été invité à participer 6 salles et 6 festivals bretons par le collectif des festivals, dont il a été question plusieurs fois déjà aujourd'hui, collectif des festivals en Bretagne. La promesse de Redirection, c'était donc de nous accompagner, alors en tant que festival et salle largement musique, dans la question de la redirection écologique, c'est-à-dire que c'est philosophiquement un cran plus loin que la question de la sobriété ou des choses comme ça. C'est vraiment de la réinvention des modèles avec la prise en compte des limites planétaires, des contraintes physiques et des possibilités de la planète, de l'habitabilité presque des festivals sur la planète Terre. Et donc ce programme qui était largement animé par le Bureau des acclimatations, David Herle, dont il a été pas mal question aussi, a accompagné tout ce parcours, nous a permis de questionner tout un certain nombre de représentations. Vraiment un des éléments très très percutants de ce parcours, c'était vraiment de conscientiser à quoi on est attaché positivement et ce qui nous attache négativement, c'est aussi tout ce qui nous empêche d'évoluer, d'envisager des vraies redirections. Expérience très stimulante, et sur le point plus précisément sur lequel tu interrogeais Solveig, il y avait notamment une invitation à vraiment sortir de la réduction de la question économique à la question budgétaire et de conscientiser que notre valeur ne se réduit pas à un excédent ou un déficit de plus ou moins 3%, mais que tout ce qui se joue dans les communautés qu'on brasse, dans nos parties prenantes, avec les bénévoles, notre image de marque, nos positionnements contractuels, en fait, ce qui constitue notre pratique professionnelle et la somme de l'expérience que l'on propose aux artistes, aux festivaliers et au territoire, puisqu'on existe même par rapport à des gens qui ne fréquentent pas nos événements sur le territoire. Tout ça a une valeur qui est très très largement supérieure à ce qui apparaît dans nos comptes de résultats, et qu'il faut vraiment
pour envisager une redirection massive, dépasser complètement un cadre de pensée annuel et court-termiste par principe. Alors évidemment qu'on reste contraint au quotidien à se poser 2-3 questions financières, mais d'inviter à vraiment aller regarder beaucoup plus loin pour déconstruire et conscientiser tout ce qui est la valeur profonde des projets qu'on porte. Oui, et c'est quelque chose que tu racontais aussi dans les échanges que tu avais avec les entreprises qui étaient aussi accompagnées dans la Convention des entreprises pour le climat, qui étaient du coup pas forcément du secteur culturel et qui remettaient en fait en valeur aussi permettaient d'une certaine manière de prendre du recul sur tout ce que créait le secteur culturel, et le Festival des Trans en l'occurrence, au-delà de l'action culturelle, tout ce lien social, etc. Et qu'en fait on te renvoyait beaucoup ça dans les échanges que tu avais avec les autres structures qui étaient accompagnées. Oui, alors là, tu fais allusion du coup à la Convention des entreprises pour le climat, qui est venue dans notre cheminement après le programme Redirection, justement, parce que Redirection, schématiquement, c'était 6 journées d'accompagnement par le Bureau des acclimatations et une autre agence sur une journée qui s'appelle Talents Multiples en Bretagne. Ça consistait beaucoup sur des sujets comme la place de l'intelligence artificielle, le transport des artistes, le transport des publics, nos modèles économiques, les gouvernances, la question du temps de travail. Voilà, c'était des thématiques comme ça dont on s'est saisi, et la dernière des 6 journées nous invitait à synthétiser un peu tout ce qu'on avait eu comme apport et à travailler sur un début de plan d'action. Mais c'était d'abord du questionnement et une invitation à planifier suite à ça. Du coup, forcément, on a envie de poursuivre quand on est éveillé, entre guillemets, à un certain nombre de changements de façon d'envisager les choses. Et il se trouve on a été sollicité par une association d'intérêt général qui s'appelle la CEC, que vous connaissez peut-être, donc CEC pour Convention des entreprises pour le climat, qui est une association qui est née, je crois, en 2020, pendant le Covid certainement, et qui a pour promesse, entre guillemets, de rendre irrésistible la bascule vers l'économie régénérative. Alors le concept d'économie régénérative, pour le dire très vite, c'est là aussi très au-delà de la sobriété ou de la décroissance. C'est vraiment une économie qui vise à rendre plus au vivant et à l'environnement qu'elle ne prélève. Donc c'est extrêmement ambitieux. En tout cas, c'est un cap qui invite à avoir des projets de plus en plus contributifs et qui font vraiment une place énorme au vivant, à la fois comme source d'inspiration et comme source d'attention. Et là, pour le coup, la particularité de cette convention entreprise pour le climat dans la méthodologie, c'est en l'occurrence le parcours auquel on participe. Il y a 60 structures participantes, chacune avec un binôme. Les structures participantes, ça peut aussi bien être la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire que EDF, aussi bien notre association qu'un fleuriste indépendant ou un vigneron, un promoteur immobilier ou la région Bretagne. Donc c'est vraiment une mise en commun de façon à la fois transsectorielle absolument, et dans les statuts de façon très différente, des acteurs qui pèsent économiquement pour réfléchir ensemble à comment on peut projeter effectivement et contribuer à une économie régénérative. Alors là, on est évidemment aussi dans de la prospective, on ne se pose pas la question pour le mois de décembre prochain. Là, on est invité à réfléchir à 2035, et dans une intervention récente, puisque c'est un parcours, on est en plein dedans, on est au plein milieu, on nous a invités à prendre toute décision en se demandant quel en serait l'impact dans cette génération. Donc effectivement, on n'est plus du tout dans le court terme, là. On est vraiment dans une invitation à voir loin. Et c'est effectivement une étape de plus de ce que je disais au tout début sur le fait de sortir des silos, puisque là, effectivement, on a un retour d'une agence de fusion-acquisition qui s'exprime sur comment un acteur culturel et un festival peuvent agir dans le sens de l'économie régénérative. Oui, et donc ça montre aussi que des festivals, ou en tout cas des entreprises culturelles, si on veut élargir, sont rentables d'une certaine manière si on prend un périmètre bien plus large et des acteurs qui sont au-delà de même uniquement les spectateurs, spectatrices et les partenaires, et que cette rentabilité, elle s'exprime pas de manière uniquement monétaire, mais en valeur et en prise en compte et même en régénération éventuellement, donc en impact sur la nature, en prenant en compte les externalités, et donc de repenser aussi un peu le modèle économique dans lequel on pense et sur lequel on est habitué, parce que c'est finalement aussi ça qu'on rend au jour le jour et duquel on discute, le bilan comptable, le budget, etc., etc. Et donc ça permet aussi d'élargir le scope sur lequel on prend en compte ces éléments-là.
Peut-être pour parler un peu avec Gwen sur le sujet, toi en ce moment notamment tu travailles avec Emerging, donc un ensemble de festivals sur les questions plutôt de musique ancienne, comme ça on change un peu d'endroit, mais il y a toutes les musiques transmusicales aussi. Et tu disais, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu as un travail d'accompagnement des artistes, et là qui sont aussi des artistes qui sont émergents, émergentes, donc en tout début de carrière, et qui sont voués à jouer dans des festivals notamment et dans des lieux. Et je me demandais comment cette question, en tout cas de l'articulation avec les impacts environnementaux, puisqu'on sait que les plus jeunes générations sont très concernées sur ces questions-là, comment elles s'articulaient avec leur choix de carrière. Et là, je pensais à la question du modèle économique de manière extrêmement basique de leurs revenus, puisque là, pour le coup, en tant qu'artiste, choisir de ne pas faire ou faire une date, ça permet de payer le loyer ou pas. Et donc, comment toi, tu t'observes ces choses-là, avec notamment ces artistes émergents, mais bon, aussi avec d'autres artistes peut-être que tu as accompagnés Oui, bonjour, rebonjour toutes et tous. Alors peut-être pour préciser aussi d'où je vous parle, nous on n'est pas une structure qui fait de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller, ou à de très très rares exceptions près, accompagner un festival ou un artiste ou un groupe ou une salle. On est vraiment toujours sur des démarches collectives, et notamment c'est une des raisons pour lesquelles on est beaucoup sur des projets européens, et aussi parce que c'est dans ces endroits-là où on a un espace d'expérimentation possible et où on peut prendre un certain risque financier justement en testant des choses avec les artistes ou avec les partenaires des projets. Donc là, dans le cas de Sustainable Emerging, pour nous, c'était une manière d'aller se confronter à un secteur qu'on connaissait moins, parce qu'on évolue beaucoup plus dans le secteur des musiques actuelles et des musiques du monde, avec des problématiques aussi qui étaient vraiment extrêmement différentes. Et donc 13 partenaires en Europe, majoritairement des festivals de musique ancienne, beaucoup associés à des lieux patrimoniaux, et quelques conservatoires également. Donc avoir vraiment cette dimension-là. Dans l'accompagnement qu'on fait des ensembles émergents, qui sont pas forcément des ensembles jeunes, je dirais en termes d'âge. Ça c'est aussi important parce qu'on peut avoir une sensibilisation à ces questions qui est extrêmement forte dans les jeunes générations, mais qu'on retrouvera pas nécessairement dans les ensembles où on aura des personnes peut-être qui ont déjà eu une carrière professionnelle en dehors de ces ensembles qui ont été créés récemment. Donc nous, on agit plutôt, je dirais, en facilitateur, c'est-à-dire vraiment de faciliter la discussion, la concertation entre les festivals et ces ensembles, et éventuellement aussi en associant les intermédiaires quand ils existent. Mais évidemment, là, on en a beaucoup moins que ce à quoi on peut être habitué dans le secteur des musiques actuelles. Et ça nous permet de faire remonter finalement quelles seraient un peu les envies, les réalités des artistes, et de les communiquer aux ensembles aux festivals et aux partenaires, et vice versa. Parce qu'en fait, on se rend compte que très souvent, ces sujets-là ne sont pas du tout abordés. C'est pas des choses qui sont discutées. Il y a aussi beaucoup d'idées préconçues finalement sur certaines attentes qui peuvent exister d'un côté et de l'autre. Donc on fait remonter comme ça ces envies, on fait remonter ce qui semble possible du côté de chaque partie prenante, mais aussi quels sont les besoins très concrets, par exemple des ensembles qui souhaitent adresser par rapport aux partenaires. C'est un travail qui se déroule là sur 4 années, donc on a vraiment le temps aussi, parce que c'est évidemment pas des choses qu'on arrive à faire du jour au lendemain, et on met en place toutes sortes d'expérimentations, donc autour par exemple des résidences de création, de tournées qu'on voudrait éco-responsables, enfin pour le dire grossièrement. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on fait beaucoup depuis la création de l'association. On a un certain bagage aussi d'expérimentation, et moi je me réfère beaucoup si vous étiez là ce matin à la définition qu'a pu donner Stéphane sur la mobilité, et justement d'aller au-delà aussi de juste la question du transport. Et ça me semble extrêmement important dans nos secteurs, parce que on se déplace pas uniquement pour de la diffusion.
Et c'est pas juste une question de choix de moyens de transport. Encore plus quand on travaille à des échelles internationales, ou même en France si on travaille sur les territoires ultramarins, par exemple. Et donc, on arrive aussi à expérimenter des choses un peu différentes ou à travailler sur les questions aussi d'adaptation qui vont aller parfois même sur des choix artistiques assez forts. Je travaille avec des artistes qui ont refabriqué leurs instruments pour que ça puisse tenir dans un flight case qui rentre dans les conditions de la SNCF. Des choix aussi plus en termes de solidarité, notamment je pense à un groupe avec un artiste sénégalais où le choix est vraiment fait de faire venir cet artiste, de se battre très très fort sur la question des visas pour qu'il puisse rester le plus longtemps possible et pas d'avoir le reste du groupe qui se déplace par exemple au Sénégal ou sur d'autres territoires et de travailler justement le temps long et un équilibre financier pour cet artiste qui se déplace et qui fait vivre aussi toute une communauté derrière lui. Après, je peux additionner les exemples, mais c'est un peu la logique qu'il y a derrière. Et je pense que cette question de sortir aussi juste de l'idée juste du transport, qui est réelle, hein, bien évidemment, et qu'on adresse aussi, mais ça permet peut-être de faire un pas de côté, d'aller sur autre chose et de voir un champ des possibles et de se projeter aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'idée de prospective aussi, qui est intéressante. J'ai l'impression que tu pointes aussi que c'est des personnes, là on parle d'artistes, mais ça pourrait être, qui se décentrent pour prendre en compte des contraintes d'autres personnes et de prendre en compte le fait que là, dans le cas de ce groupe avec un artiste sénégalais, peut-être que c'est plus nécessaire pour lui d'avoir cette fiabilité financière et donc un cachet différent potentiellement que les personnes qui vivent en France métropolitaine, et donc de prendre en compte que peut-être on est privilégié à certains endroits, dans certaines situations, et que évidemment ce matin se posait la question de comment on fait aussi, comment on parle des choses qui sont pas comparables, aussi de renoncement, enfin de se dire est-ce que la valeur du concert ou du spectacle que je vais donner vaut le tonnage carbone de la mobilité. Alors là, l'idée de pas le faire de manière comme ça, mais de comment on arrive en fait, enfin à quel endroit, et donc de la question de qui à un moment ou à un autre prend en compte toutes ces choses-là et nie pas en fait toutes ces valeurs créées et tous les impacts négatifs, autant le positif que le négatif, et fait une balance à un moment ou à un autre, alors que ces choses-là sont par essence pas dans les mêmes ordres de grandeur. Ce qu'on voudrait essayer de faire finalement avec un modèle économique en disant bon, mais on convertit tout ça en euros et c'est quand même vachement plus simple. Et donc là, c'est ce que tu montres aussi. J'ai l'impression que des artistes qui prennent des contraintes et essayent de voir le positif et le négatif dans toute chose et de juger à partir de ça. C'est des choses que j'ai entendues chez vous trois finalement exprimées différemment, que ça soit externalité positive, que ça soit justement la valeur sur le territoire, sur des choses comme ça. Nous, et on est loin d'être les seuls, on travaille avec la notion de co-bénéfice qui vient du rapport du GIEC et qui est plutôt définie au départ comme la complémentarité de différentes politiques, et notamment des politiques climatiques ou de politiques environnementales, et à quel point, en les travaillant en symbiose avec des politiques culturelles, avec des politiques sociétales, ça peut permettre justement, en travaillant sur autre chose que la question environnementale, d'avoir des effets positifs. Et donc ça s'exprime très très bien quand on travaille par exemple sur la question du ralentissement pour les tournées. On sait très bien que ça a des avantages, par exemple sur la santé mentale ou sur la santé physique tout court des artistes, etc. Et on le travaille de manière très très contextualisée. Donc ce matin, vous avez entendu la présentation des futurs référentiels du ministère. Nous, on est en charge du référentiel sur les structures des Outre-mer. Donc, structure du spectacle vivant, avec des festivals et différentes structures. Là, on a des problématiques aussi qui sont extrêmement spécifiques au territoire et sur lesquelles on va travailler évidemment de manière très très différente, et notamment sur toutes ces questions carbone. Et puis on l'a vu avec l'actualité très récemment entre Mayotte et puis maintenant Garance à La Réunion, où on voit que la question de l'adaptation aussi, elle est vraiment déjà absolument présente. Et peut-être pour vous donner un exemple, j'en parlais à Erwan hier, mais j'ai rencontré un festival qui n'a pas pu avoir lieu toujours depuis le Covid, donc annulé 2 fois de suite à cause du Covid. Et puis, c'est un festival qui est en Guadeloupe,
avec des clauses, vu que c'est une région cyclonique, donc des clauses d'assurance qui ne permettent pas d'assurer le festival en période de cyclone. Or, ces périodes, à cause du réchauffement climatique, s'allongent de plus en plus, c'est-à-dire qu'elles démarrent de plus en plus tôt et se terminent de plus en plus tard. Bon, ce festival, à chaque fois, a changé ses dates, a changé vraiment plein de choses, a essayé de s'adapter, etc. Mais à chaque fois, annulation parce que cyclone ou parce que conditions. Donc, à un moment, il a juste arrêté et fait autre chose. Mais ça, on a énormément aussi à apprendre. Et donc, en termes c'est pas seulement des questions de solidarité, mais pour moi, il y a aussi des questions d'apprentissage réciproque, d'aller se former auprès de personnes qui sont en train de vivre ça de manière très vive, et puis de l'avoir en tête aussi, parce que quand on parle des festivals en France, on parle aussi des festivals sur tous ces territoires. Merci. J'avais une transition toute trouvée avec les jeunes, mais comme tu m'as dit qu'ils n'étaient pas jeunes dans les ensembles de musique anciennes, j'avais quand même envie, parce qu'on en avait parlé avec Natalia, de la question dans les publics aussi du rôle des plus jeunes générations qui venaient vous chercher un peu aussi sur ces engagements environnementaux, et que vous travaillez ça aussi dans, pour le coup, vos ressources, en considérant qu'il y avait une motivation chez des jeunes à aussi participer à ce festival-là, qui revendiquait aussi un engagement pour la nature, avec aujourd'hui un modèle économique qui a beaucoup évolué sur ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Well, you see, younger generations nowadays are much more aware of all the climate issues due to educational reasons, obviously, and of course they can feel all these changes in the climate. Younger generations are much more aware now of that. Therefore, even when they are buying a ticket, it's embedded in their decisions. So, and you cannot trick them. You cannot greenwash, because, we are really kind of straight to the point places of discussion, the festivals. So you really have to show real commitment, as you do as well, and not only, just stay on a strategy level that a multinational company can do. Therefore, as festivals really practically have to show all the aspects of sustainability. That's how you attract your younger generation. That's how actually in Hungary we can see that a lot of festivals lost their audiences, especially from younger ones, but they are coming to the Valley of Arts, and they are really willing to volunteer as well. They are really open to discussions because they really feel the urge that we have to do something about the situation. And actually, we don't really have to go far how climate and can affect festivals. The first 3 days, I have a 10 days long festival in July. For the first 3 days, we had last year such a heat wave that we had to cancel a lot of children's programming that you would usually put at 10, 11 before their lunchtime or early afternoon. The morning ones were impossible to have in these outdoor circumstances because it was like 45 degrees. And then I had this crazy thought, like either, now it's the perfect time to have festivals in Hungary in July, August, to have them outdoors. And perhaps, what if in 10 years' time, the perfect times for doing outdoor festivals would be, let's say, April and October only, because July, August would be something that you would do in a closed air-conditioned thing. And therefore, it was really harsh on us, and we could feel that either we, slowly have to change programming and becoming either a closed-door festival or move the festival dates. And this was the feedback from the audience as well. We do a lot of research, we collect data, and actually that helps our profitability as well, and what kind of issues we can address then together with
with the community, what kind of objectives developments we can do together, and how the audience can help in that one as well. And actually, we've been doing this data collection for several years now, and since 2018, we could manage to do, for example, measurements in transportation. We managed to negotiate a 50% reduction on public transportation, trains and long-distance buses to our festivals during the 10 days. And it became so visible how the audience started using public transportation instead of using cars when they are coming to us. And a lot of measurements like that were thought through, we negotiated them through, and we put it in the business plan in order to have them long-term, not only have once with the grant the opportunity to do something, but we really put some investments when, for example, we started building out electricity outlets to all the stages, and now we are aggregator free. We've not using aggregators for the past 5-6 years now because we have power from the grid as well. So yes, of course, we have a circular kind of thought of when you're organizing a festival, but you have to start thinking long term. This is what a younger audience would expect from you as well, to see how certain programs would stay with you for years and years, how real developments, real commitments are in place at a festival, because festivals are the immediate places of dialogue and action as well. And what kind of helps you, for example, when you have artists to make tours for them, not to have them over in Europe for one time. Networks as France Festival and having a French tour set up together, or the European Festival Association, are those networks you can turn to immediately in order to help this artistical transportation and part as well, and perhaps develop common routes for such artistic touring as well, that would help the artistic transportational side, and building up from local level into the regional and then international networking as well, with programming and green practices to help each other. Merci. C'est intéressant, ça m'a soulevé plein de questions. J'ai l'impression que ça pointe aussi le fait que l'impact, les co-bénéfices ou les bénéfices du festival, ils se situent pas uniquement sur les 10 jours du festival en l'occurrence, mais tout au long de l'année. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est similaire pour Cabaret Vert et là qui se renforce. Mais j'avais d'autres questions avant celle-là. Ça m'a ouvert plein de questions en fait sur la question le fait, parce qu'en fait vous avez dit plein de choses et j'avais envie d'avoir un peu les avis aussi d'Erwan et Julien là-dessus, et Gwen et bien sûr évidemment. Mais sur la question des jeunes, est-ce que c'est une pression de public que vous avez, des retours peut-être de public plus jeunes ou plus vieux peut-être qui vous font ce retour-là, ou alors pas du tout? On parlait aussi de la question de la saisonnalité. Est-ce que vous, c'est des questions que vous vous posez, de vous dire est-ce que ce sera toujours à la période estivale? Alors les trans c'est pas vraiment, mais peut-être vous pourriez me dire il fera trop froid, mais je suis pas sûre. Vous serez bien, vous, en Bretagne bientôt. Mais est-ce que pour le coup, Cabaret Vert, c'est une question que vous vous posez, de changer de saison? Et après, on reviendra à la question du temps fort, etc. Mais du coup, ces deux questions-là, est-ce que les jeunes vous mettent la pression ou pas? Et est-ce que je pose la question de changer de saison? Changer de saison, on en parle, on en discute, on parle même du format. Je pense qu'on est un peu comme tout le monde, on a un peu encore du mal à se projeter, et je pense qu'on a encore heureusement un petit peu de temps. Malheureusement, il va quand même falloir effectivement trouver des solutions. Sur la poussée du public, je le sens pas tant que ça. En tout cas, je vois qu'il y a un ou deux collègues dans la salle. Je vérifie quand même s'ils hochent pas de la tête. Mais il y a un cas un peu particulier, en étant peut-être un petit peu prétentieux. On revendique d'être les pionniers du développement durable dans notre métier, et en tout cas on a créé une charte de l'environnement dès la première édition en 2005 quand le festival s'est créé.
la notion de développement durable n'existait même pas encore à cette époque. Et j'aime à croire, alors on est loin de faire tout très bien, et je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Mon ex-collègue responsable du développement durable sera forcément d'accord avec moi. On a encore du boulot. Mais je pense qu'on a tellement de bonne volonté, on a mis tellement de choses en avant au détriment du modèle économique que je pense qu'on prouve à notre public on n'est pas du tout dans la notion du greenwashing, etc. Et si on reparle du transport après, je veux bien, parce que j'aimerais bien rebondir en 2 secondes sur le transport des artistes. Vas-y maintenant si tu veux. Sur le transport des artistes, je pense que tant que l'État ne prendra pas sa part sur la législation, je pense pas que ça va évoluer. Je suis en tout cas dans les musiques actuelles. Nous, c'est l'enfer, c'est de pire en pire. On a 5 scènes sur le festival. Avant, il y avait que sur la scène principale, la main stage, qu'on accueillait des Smirmorques. Et depuis l'après-Covid, je sais pas si c'est lié au Covid, je pense peut-être pas d'ailleurs. En tout cas, on assiste à un déferlement de moyens complètement délirants qui sont absolument innégociables, surtout avec les productions internationales, mais même les Français, on n'y échappe pas. On a créé une scène dans les bois qui s'appelle le Green Floor, et on veut que ça soit du showcase, donc c'est hip-hop pour la jeune génération la journée et électro le soir, et c'est un enfer pour expliquer au groupe qu'on veut qu'ils viennent les mains dans les poches avec leur backline, et en électro le backline est quand même extrêmement limité, et ça devient complètement fou. On a accueilli un artiste américain en 2022, ils étaient 7 sur scène, ils sont arrivés à 120 personnes, tous semi-remorques, 8 bus, et on a tout sur le site, à part le décor, bien entendu. Et je pense que les artistes sont contre-fous, totalement, contrairement à ce qui peut être dit, en tout cas dans les musiques actuelles. Oui, le questionnement, en fait, il n'y a pas ce travail de réfléchir à la valeur de ce qui est créé ou au co-bénéfice. C'est-à-dire que là, pour le coup, la question se pose même pas. Ouais, non, on le subit pleinement, on le fait remonter, bien entendu. On a des échanges surréalistes sur les avions. Là, on a un artiste dont je ne sais tairai le nom, qui veut un jet pour lui et son équipe, et puis là, qui est en train de nous expliquer qu'il faudra un 2e avion pour ses bagages. Là, on arrive dans du surréalisme total, parce je suis pas du tout contre la programmation internationale, bien au contraire, et je pense qu'il faudra qu'elle reste. Elle peut peut-être se faire dans d'autres conditions, et en tout cas sûrement pas dans ce qui est en train de se passer en ce moment, où on est dans le toujours plus, des artistes qui veulent des shows de plus en plus ahurissants, enfin presque au détriment du sens culturel et de leurs projets artistiques. On a tout un tas de stratagèmes, de pastiches. Alors je pense que vous avez moins le problème au trans, puisque vous êtes sur des artistes beaucoup plus émergents. Effectivement, j'ai moins de problèmes avec les artistes régionaux ou avec les artistes émergents. Mais après, on est sur une jauge, sur un modèle où on a besoin d'avoir des têtes d'affiche. Et enfin, je pense que je prêche un convaincu. Je pense que tu dois en entendre largement parler, et ça devient de plus en plus dingue. Ouais, alors je vais essayer de plus répondre à la question de Solveig que sur la première fois, mais je reviendrai. Sur la demande des publics jeunes, je ne crois pas tellement, effectivement, parce qu'il y a une question d'antériorité de l'engagement qui fait que j'ai tendance à penser que, notamment par rapport à la résonance médiatique et grand public des enjeux sociaux et environnementaux de transition, on a plutôt eu tendance à avoir des longueurs d'avance et à apparaître effectivement favorablement comme des pionniers et des engagés sincères. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas du greenwashing, c'est profondément considéré dans le nerf du projet tout le temps. Et quelque part, ça doit se ressentir. On a eu, et je ne vais pas développer l'occasion parfois de solliciter l'avis et la lecture des personnes de notre projet dans des process assez mobilisants, mobilisant plusieurs centaines de personnes. On avait un retour assez précis des personnes sollicitées sur le fait qu'on était engagés et sincèrement engagés. Il n'y a pas de malentendu entre le grand public et nous sur ces questions-là. Après, sur la question de la saisonnalité, moi je m'étais bien dit qu'en étant le premier week-end de décembre en Bretagne, qui est quand même une région tempérée, on n'était pas exposé à grand-chose, mais on a eu cette année une tempête un peu plus forte que les coups de vent habituels de décembre, qui nous a contraints à démonter toute une partie des installations extérieures entre le vendredi et le samedi en plein festival, et ça a commencé à effectivement faire éveiller quelque chose comme quoi on peut rester endormi sur quelques aspects, que peut-être effectivement on allait se retrouver avec un risque de plus en plus hypothétique d'une tempête qui, au lieu d'être à 70 km/h début décembre, ce qu'on sait faire deviendrait 140 km/h, et d'un coup on ne sait plus faire complètement.
Donc on n'en est pas à changer de date, mais en tout cas il y a ce sujet, et ce sujet aussi parce que il y a je ne sais plus quelle année eu un épisode par exemple de neige intense sur les aéroports du nord-est de l'Europe qui faisait que tous les artistes qui transitaient par Berlin étaient bloqués. Et bon, mine de rien, c'est pas 90% de la programmation, mais ça peut avoir une petite incidence aussi. Après sur la question, enfin sur la perche que tu tends, Julien, évidemment qu'Autrans, en étant sur les artistes émergents, à 99%, ils se contentent, ils sont même très contents au sens strict de l'ensemble du cadre de prestations qu'on leur met à disposition, puisque pour certains, c'est des artistes qui par ailleurs jouent dans des lieux tout petits, sans infrastructure scénique particulière, et qui là ont un encadrement pro, lumière, son, vidéo. Enfin, c'est plutôt le meilleur écrin qu'ils aient eu, alors qu'effectivement, il n'y a pas de semi-remorque à rouler avec eux. Par contre, c'est vrai que entendre là ce dont tu parles sur un DJ qui est susceptible de demander un avion pour ses bagages vient se télescoper évidemment avec la question de la prospective, parce que la CEC, ça invite à penser à un monde où il n'y a plus d'avions, quoi. Clairement. Donc d'un coup, entendre que dans une même année 2025, des personnes se demandent si elles mettent leur bagage dans un jet dédié, au moment où d'autres se disent comment on pense un modèle d'un festival international comme les rencontres transmusicales, une trentaine de nationalités cette année, dans une perspective où peut-être l'avion devient soit tellement rare, soit tellement cher, soit tellement interdit, sait-on jamais, ça veut dire quoi? Et donc c'est vrai qu'on se dit qu'on est à croisée des chemins, quoi. Ou en tout cas, bon, il y a d'autres cadres, y compris internationaux, on voit bien que les orientations sur la question écologique peuvent mener dans des sens diamétralement opposés. En tout cas, oui, là on est dans des manières de se poser des enjeux de mobilité qui sont complètement aux antipodes. Merci. Peut-être sur les questions d'adapter des jeunes, et notamment pas des jeunes, mais des publics, la demande des publics sur la question de l'engagement, en tout cas des festivals. Un élément que je trouve aussi intéressant, c'est la question entre la volonté des Français et des Français sur les mesures, disons, vertes qui peuvent être proposées et comment ça se traduit en intention de vote. Et en fait, on voit un énorme différentiel entre le fait que une très grande part des Français et Françaises sont plutôt favorables, en fait, quand on leur propose des mesures qui vont dans le sens d'un plus grand engagement environnemental de la France, mais que ça ne se traduit pas en mesure de vote, enfin en vote, parce qu'on n'a pas les écolos sont pas vraiment au pouvoir à aucun endroit en réalité, parce qu'en fait il y a plein d'autres éléments qui sont bien devant, c'est-à-dire que oui c'est important, mais ça vient se heurter avec d'autres éléments qui sont ceux du pouvoir d'achat qu'on peut. Donc en fait on peut à la fois avoir plein de priorités, et donc dans les sondages avoir plein de priorités, et que finalement si on les hiérarchise pas, c'est pas celle-là, et donc on peut aussi se poser la question de comment ça vient s'entrechoquer avec la question notamment artistique de est-ce qu'on va aller dans un festival même si c'est pas des artistes qu'on a envie d'aller voir, ou à l'inverse, si on a un artiste qu'on adore, on va probablement aller dans le festival quand bien même il n'est pas très engagé. C'est pour revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure sur le fait que dans les démarches plus collectives, et notamment la CEC Ouest, mais il y a eu le cas aussi dans une journée de travail intersectorielle avec le Shift Project à l'échelle bretonne aussi, à laquelle on était invité à participer en tant que représentant de la culture. Les secteurs, quand on parle avec l'agro-industrie ou le bâtiment ou les entreprises liées au fret, elles nous disent quand même que c'est pas sur nous, le secteur du spectacle live ou spectacle vivant, que la bascule écologique va se jouer. Que c'est très bien qu'on soit vertueux, c'est très bien que toutes les initiatives qu'on puisse prendre soient prises, qu'on aille au bout, qu'on le fasse sincèrement. Là où schématiquement ils nous attendent, c'est vraiment sur la caisse de résonance. C'est-à-dire, on est des espaces d'expérimentation, de modélisation, d'exemplarité. Ils comptent vraiment sur nous pour promouvoir des virages, des transitions fortes, extrêmement radicales. C'est vraiment ça, plus que finalement divisé par deux, des bilans carbone qui sont relativement faibles quand on compare à l'industrie lourde ou à la chimie ou aux pesticides ou des choses comme ça. L'autre élément, finalement, c'est que ils peuvent aussi nous attendre comme des espaces qui vont rester des espaces salutaires, inspirants, flattant l'imaginaire, provoquant du dépaysement, peut-être dans un monde où justement le dépaysement sera beaucoup plus compliqué à aller provoquer par du transport notamment, par des voyages à l'international ou des choses comme ça. Et effectivement, le fait de raisonner en faisant tomber les silos, c'est aussi de se poser vraiment collectivement et pas par petite entrée la question de à quoi on donne de la valeur dans la société, dans des modèles de société de demain, dans une époque de pénurie, de fin de l'abondance, de l'énergie, de la ressource. Et là, c'est vraiment à quoi on tient collectivement
Eh bien, la réponse que semblent nous faire les gens avec qui on planche sur ces sujets, c'est plutôt « Non, n'arrêtez pas de faire ce que vous faites, on va en avoir besoin parce qu'il y a d'autres choses qui vont être clairement moins drôles. » Et si on n'a plus les soupapes, les parenthèses que vous représentez déjà, les sas de décompression que vous représentez déjà dans la société actuellement, qui ont peut-être vocation à être de plus en plus nécessaires au fur et à mesure de certaines tendances du monde actuel, non, tenez bon, lâchez rien et aidez-nous à enclencher le mouvement et à le faire connaître et à embarquer les gens, quoi. Et c'est là où on a une tension aussi entre l'atténuation et l'adaptation, parce que pour le coup, cette question de réduire les impacts, elle se questionne à cet endroit-là, de se dire dans quelle mesure c'est nécessaire. Enfin, le but n'est pas de gaspiller, mais dans quelle mesure c'est nécessaire. En revanche, sur l'adaptation, tu le disais aussi, même sur des territoires qui sont très tempérés, on sait que les aléas vont augmenter très fortement, et donc la continuité de l'activité pourrait être mise en jeu, quand bien même le spectacle n'est entre guillemets pas responsable des émissions. On sait que c'est un problème qui se gère au niveau local et global. Je crois que Julien, tu voulais réagir sur cette question de levier, parce qu'en fait finalement c'est aussi quelque chose que vous avez pris en compte. Au final, Erwan est revenu dessus, c'était un petit peu sur le rôle de sensibilisation qu'on peut avoir. Moi je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, quel est l'impact du festival. Je dirais qu'effectivement, et d'ailleurs Emmanuel Négrier le disait hier, on a 1% des GES chez nous et on représente 2% du PIB. Néanmoins, alors moi je me base sur ce qu'un scientifique du CNRS dit, mais je pense que là où on a le plus d'impact, c'est sur la sensibilisation. Après, il faut pas se mentir, on est quand même dans un monde de faux semblants. Je parlais des artistes juste avant, on est aux premières loges. Quand je vois aujourd'hui la politique de sponsoring de beaucoup d'événements en France, on est quand même dans une dichotomie. Tu le disais juste avant avec le public, ça se traduit pas en vote. Alors je suis pas là pour faire la publicité d'un parti politique ou d'un autre, mais quand je vois l'ensemble des festivals qui sont devenus des foires expo, je n'arrive pas à en comprendre comment on peut parler de développement durable en travaillant avec l'industrie agroalimentaire. Pas que je sois contre l'industrie agroalimentaire. Et pour le coup, en Bretagne, vous êtes peut-être le contre-exemple. La question, elle est de combien de kilomètres les denrées font pour venir sur le festival et les entrants. Alors vous avez la chance d'avoir quand même pas mal d'industries agroalimentaires à proximité. Donc pour moi ça marche, mais quand je vois aujourd'hui Heineken, Coca, Kronenbourg sur l'ensemble des festivals, dont des festivals qui se revendiquent développement durable, je me dis il y a quand même un petit foutage de gueule, et donc je pense que ça va finir par un besoin de législation, que le gouvernement légifère, oblige, puisque au final tout le monde en parle, mais tout le monde s'en fout dans les actes, en réalité. Désolé, mais... Je veux bien juste réagir rapidement, mais j'ai pas entendu de source pour ce chiffre des 1%. Et quand on sait par exemple que le numérique en France, ça représente à peu près 4 à 6% de l'impact, et que une grande partie des usages, c'est un usage culturel notamment, on pourrait penser que le chiffre serait plus important, mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a aucune étude qui n'a été faite et qui a arrêté un chiffre. Bon. Ce que je voulais dire aussi pour réagir par rapport à ça, évidemment, on a ces pratiques de plus en plus spectaculaires, de plus en plus sur des questions de gigantisme qui nous paraissent complètement délirante. Et pour moi, je pense que l'échelle européenne est une échelle extrêmement intéressante pour réussir à travailler ces questions, encore une fois sur un temps long, ne serait-ce que parce que les émissions qui seront émises sur n'importe quel territoire, elles traversent les frontières, c'est comme le nuage nucléaire. Et puis de pas se tirer non plus une balle en France en commençant à légiférer sur ces questions-là sans le faire en concertation avec les partenaires européens. On voit aussi à quel point les publics, on a eu l'exemple, c'est toujours celui qui revient, mais à quel point les publics ont pu se déplacer de manière internationale pour les concerts de Taylor Swift. Ça, c'est aussi des pratiques qui si on n'a pas accès à l'artiste qu'on souhaite pour différentes raisons, la question écologique ne se pose absolument pas. Et on voit à l'inverse aussi des pratiques assez extrêmes, notamment le gouvernement de Singapour qui signe une clause d'exclusivité avec AEG pour avoir le concert de Taylor Swift uniquement à Singapour et pas du tout dans toute la zone Asie du Sud-Est. Donc voilà, donc je pense que là l'endroit de légifération va être extrêmement important et à cette échelle-là, en tout cas pour arriver peut-être à quelque chose d'un peu plus durable. Natalia. Actually,
Yes, so Taylor Swift is a use case from this summer as well, which kind of caused a lot of turbulence. But the other, at least, for example, Coldplay had already a sustainability strategy and some measurements that can show a direction to such a thing, and I totally agree that signing up an artist for a whole region and then making the whole region to travel to that very one place has a bigger harm than the artist would travel to these places. And just to refer to the sponsorship and being green, yes, meeting people in a larger scale, so organizing a festival itself is not a green step, but we are the space of dialogues, because of contemporary art, when you think about it, always have to, as you say, echo the circumstances and the biggest issues. It can be political issue, societal issue, and that's why it echoes so much climate change. And that is how it is connected to escapism in a way as well, because those festivals I can see are rising up and have a bigger kind of understanding from the audience, which have the green policies or green actions and sustainability measurements in place. Because, for example, we got some feedback that it's kind of utopistic for them to come to our festival, which is situated in 3 villages, in 3 living spaces. So from 1989, before all the sustainability strategies or whatever's, it always had to operate in a way that it leaves behind the space in the same situation that the audience found it, and it had to be always cautious about the space which it uses, have not that much of impact despite of the large numbers of the audience. That's why we split them into a lot of small groups as well. And there are different models, and yes, the A-list stars have some crazy riders nowadays, but they also tend to do their tours as Taylor Swift and Coldplay as well. So there might be some shift from the A-list stars doing their own thing, and I really hope that then they would have some sustainability thoughts in their mind, at least as Coldplay did, and that would be some kind of movement, let's say, whether it would be a movement or just one-time gig as they did. And perhaps festivals would more rely on local and some artists that could come from a network and not demand all that big wow and unsustainable circumstances and logistics that then make it not only financially but carbon foot-wise as well unsustainable. Ouais, j'ai l'impression qu'aussi la question des artistes, elle est compliquée parce qu'on parle autant de ceux qui peuvent se permettre, entre guillemets, de demander de jets privés, et on parle aussi de personnes qui ont un job alimentaire pour soutenir leur activité. Et donc c'est très compliqué de parler des artistes de manière hyper indifférenciée, même à l'échelle d'un même territoire, en fait. Et donc cette question aussi et puis il y en a certains de bonne foi et d'autres de mauvaise foi. Enfin, c'est aussi ça la question. Est-ce que tout le monde va être de bonne foi à un moment à mettre en œuvre des choses, et comment on traite, entre guillemets, ceux qui sont de mauvaise foi. Erwan, je croyais que tu voulais réagir. Non. Je veux bien réagir, mais je ne... Vas-y. Non, mais c'est réaction à la fois à ce que disait Julien, puisqu'on a précisément comme partenaire une des enseignes qu'il citait, et avec la dimension paradoxale que ça peut susciter. Je continue à avancer un peu dans l'esprit de ce qu'est la CEC Ouest. Quand j'ai dit que le postulat de la CEC invitait à réfléchir à une époque où ça va être compliqué, pour être clair, la CEC, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est 14 journées sur un an. C'est un processus lent parce que c'est un processus dur. C'est un processus qui demande en première session de faire le deuil de la société qu'on connaît, de l'économie qu'on connaît, du monde qu'on connaît. C'est ça qu'on prend. Hein. Faut être clair, faut pas vendre de l'espoir là où il y en a pas. Je vais vous souhaiter un bon week-end par ailleurs tout à l'heure, mais c'est
Voilà, c'est pour préparer un peu des éléments par rapport à aujourd'hui, j'ai repris les notes de 3 des 6 sessions. On est à 3 sessions. J'ai 90 pages de notes. On a eu une dizaine, peut-être 15 intervenants. On a eu des ateliers, on a mis les mains littéralement dans la terre, on a planté des végétaux, on a entendu parler de biologie, de santé, de limites planétaires, de solidarité, de coopération, de permaculture, de biomimétisme. C'est vraiment un brassage extrêmement ample, extrêmement coordonné, qui fait conscientiser qu'on va au-devant de choix qu'on est encore sans doute en difficulté de conscientiser aujourd'hui, tellement notre environnement ne les évoque pas. Éventuellement, les démarches de prospective nous invitent à y réfléchir. Mais ça reste extrêmement lointain. C'est là ce que je voulais dire tout à l'heure. Ce débat sur le jet est absolument lunaire, en fait. Évidemment que tout le monde le condamne sans doute ici, mais je veux dire, il y a quelque chose de vertigineux à se dire que... l'invitation de la CEC Ouest, c'est de réfléchir pas tellement à comment on peut concilier, pour reprendre l'intitulé de ce rendez-vous, une contrainte écologique et économique en 2025. C'est comment une nouvelle économie, des nouveaux rapports sociaux sont envisageables et quelle part on va pouvoir nous y prendre pour être beaucoup plus en conciliation entre le respect du vivant, naturel, végétal, animal, dont humain. Voilà, c'est une sorte de réflexion sur une réinvention de la structuration économique au sens le plus large du mot économique, des règles de la maison, hein, très clairement. C'est quel monde on veut. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, l'intérêt de le faire avec des gens de structures très très différentes, avec un volume d'affaires extrêmement différent, il y a des gens qui sont vraiment à leur compte et des multinationales, c'est de se dire que toutes ces personnes-là participent au même processus progressif sur un an, de déconstruction d'à peu près tout ce qui a fondé leur projection depuis enfants, étudiants, jeunes professionnels. C'est des entreprises qui font du financement dans un cadre d'économie capitaliste, libérale, décomplexée, invité à dire que le PIB est un indicateur qui nous mène au mur absolument, et de cheminer et de réfléchir à des plans d'action et des feuilles de route pour leur entreprise à échelle de 10 ans, en faisant le deuil de ce qui a été toute leur référence de parcours professionnel. Donc c'est une expérience extrêmement troublante, puissante, qui n'est pas que agréable, qui est aussi un peu agréable. Mais en tout cas, c'est vraiment une invitation à, pas simplement à se demander comment nos modèles économiques, par exemple, à nous, vont pouvoir tenir là, 3-4 ans, parce que les collectivités financent un peu plus, un peu moins. C'est comment, dans 10 ans, dans des modèles où la ressource s'est complètement raréfiée, où chaque décision est l'objet d'un arbitrage qui doit prendre en compte vraiment l'intérêt général au sens le plus noble de l'intérêt général. Voilà, c'est vraiment une refonte de logiciel, si bien qu'effectivement, nous, aujourd'hui, dans le process qui est vraiment en cours, donc je ne peux pas engager quoi que ce soit, c'est trop dedans par rapport à vers où ça va nous mener, nous, concrètement, les rencontres transmusicales. Mais en tout cas, on réfléchit à des choses insoupçonnées il y a 6 mois. C'est vraiment une réinterrogation en profondeur et une déconstruction en profondeur de ce qui fait qui on est, de ce à quoi on est attaché à rester, et de tous ceux qu'on va devoir complètement envisager autrement. Ouais, c'est intéressant ce mot d'attachement, puisque c'est aussi celui qui est utilisé, il me semble, par Alexandre Monin sur la question de la redirection. Il va falloir trouver se réattacher à des nouvelles choses et se désattacher de choses auxquelles on est attaché actuellement, et donc identifier que tout ça est une construction aussi, hein, le fait d'être attaché à avoir son jet qu'on n'a visiblement pas là nous, pour certains c'est un attachement en fait d'une posture sociale et d'une reconnaissance qui signifie quelque chose. Donc comment aussi il y a un désattachement à cette chose-là qui là nous paraît lunaire mais qui fait sens en fait aussi pour certains. Mais juste une chose, c'est qu'avant de se désattacher ou avant de faire moins, on peut déjà faire mieux avec l'existant. Si je prends l'exemple des boissons ou de la restauration, ça demande une logistique effarante, hein, c'est sûr. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a, nous, à peu près, donc on accueille un peu plus de 100 000 festivaliers. Donc faire de la boisson et de la restauration locale, je peux vous dire que c'est assez compliqué. Néanmoins, on y est arrivé. Plutôt que de passer par l'industrie agroalimentaire, ça passe par une multitude de producteurs, donc une logistique démultipliée, ça c'est sûr. Mais ce qui permet d'avoir des vraies retombées économiques locales, des circuits courts, des produits de qualité et au final
de par cet ancrage territorial, où il y a un retour sur investissement financier sur le long terme qui marche. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des gens avec qui on travaille, qui participent financièrement sous forme de mécénat, par exemple, au festival, en cumulé, je pense que je suis pas si loin que ça que les offres que Heineken ou Kronenbourg pouvaient faire. Nous, on a pris le choix. Il n'y a aucune boisson sur le festival qui fait plus de 200 km. Bon, après, on a la chance, tout n'est pas en Bretagne, d'être à côté de la frontière belge. Et donc, pour le coup, on est près du pays de la bière. Donc, ça facilite quand même beaucoup les choses. Mais voilà, sur les boissons, on n'a que des jus locaux, etc. Donc, effectivement, il y a... Peut-être qu'on impose effectivement quelques boissons ne sont pas accessibles, mais on a largement de la qualité. Ça impose juste une volonté. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas le fait de le dire, c'est aussi d'être en capacité de le faire. Et je pense que d'un point de vue économique, puisque c'est la thématique, pour le coup, avoir une politique ambitieuse sur la restauration et sur la boisson peut ne pas coûter cher si elle est bien réfléchie, si elle est anticipée, si elle est construite, et si on est sur un ancrage territorial. Sur cette question, en tout cas d'alimentation, à votre endroit, ça rentre dans un modèle économique en termes de rentabilité, si je comprends bien. Enfin, ça marche, quoi. Nous, nos buvettes doivent représenter, je crois, à peu près 15% du budget du festival. Si on rajoute la restauration plus boisson, je pense qu'on n'est pas très très loin d'un quart du budget du festival. Donc forcément, en plus, c'est quelque chose on va pas se mentir, faire le développement durable, si demain le festival n'existe plus, ça marche pas. Donc on regarde la rentabilité, on regarde l'aspect économique, mais je pense que l'opposition entre le développement durable et l'économique peut être sur de nombreux sujets contournés, pas toujours, mais peut être contournée. Merci pour ça. Et avant de prendre des questions du public, parce que je vois que l'heure tourne, j'avais quand même aussi un autre levier qu'on avait abordé et que Natalia aussi a indiqué sur toute la création en énergie, enfin l'accompagnement création d'énergie sur la durée, en dehors de la durée des 10 jours du festival, les communautés, etc. Et donc aussi comment le festival est un levier en fait de transformation sur une bien plus grande durée. Je crois qu'à Cabaret Vert, c'est aussi quelque chose que vous avez initié, puisque sur la question énergétique, en fait, c'est le fait festivalier, puisque c'est ça la nouvelle manière de dire les choses. A permis en fait d'accompagner en fait une transition énergétique d'un territoire beaucoup plus large et pas uniquement culturel. On peut des fois nous reprocher notre taille, on est dans une sorte de dichotomie de parler de développement durable et d'être un méga événement, mais il y a des concepts d'effet de seuil qui n'auraient probablement pas pu conduire à ce projet qu'on a. Alors on cherche nous beaucoup à mutualiser tout le matériel dont dispose le festival. Généralement on essaye de l'acheter. Il n'y a pas une semaine sans que nos autres repos soient visités par des acteurs associatifs, collectivités, etc. Et généralement c'est une mise à disposition gratuite quand c'est des gens du territoire. Et sur l'énergie, on allait beaucoup plus loin. Alors, pour rendre à César ce qui est à César, on a bénéficié du plan lieu du Centre national de la musique, qui a été une première étape de diagnostic, puis ensuite une deuxième étape d'investissement. Notre collectivité, là encore, est venue à côté de nous, et puis tout un tas de partenaires. Et donc, les travaux sont en cours à l'heure où on parle. On amène la haute tension sur le site du festival. Ça, c'était un peu la première étape, ce qui va nous permettre d'être quasiment à 100% en énergie renouvelable d'ici 2026, a priori. On n'aura quasiment plus aucun groupe électrogène sur le site du festival. Et puis le cabinet qui nous a accompagnés au travers du soutien du CNM, on leur avait demandé un peu de nous challenger, déjà de vérifier est-ce que c'était des bonnes, des mauvaises idées. On avait notamment l'opportunité dans cette ancienne usine qui date de 1894, pour autant était visionnaire, puisque auto-alimentée en électricité via une centrale hydroélectrique qu'on va réhabiliter. Donc ça, c'est pareil, c'est en cours. Et puis le cabinet nous a donné une idée dont on a tous plus ou moins entendu parler, qui s'appelle l'autoconsommation. Et donc on va créer une boucle d'autoconsommation à l'échelle de 10 km autour du festival, c'est-à-dire qu'on va investir à peu près 6 millions d'euros de ce côté-là sur de l'équipement en photovoltaïque ou ombrière à 2 km autour du festival, ce qui fait que le festival à l'horizon 2028 devrait non seulement être à 100% en énergie renouvelable, mais à 95% autonome. Et les 11 mois de l'année, plutôt que de revendre cette énergie à EDF, on va la revendre plutôt aux gens du coin. Et pour la petite blague, parce que moi ça me fait plutôt rigoler, il y a 2 très grosses usines à proximité du festival. Donc au final, la culture va participer à décarboner
approvisionner l'industrie en revendant cette énergie-là. Et donc les calculs qu'on a fait, c'est qu'en plus c'était une opération rentable. Et aujourd'hui, on a même plutôt tendance à refuser des actionnaires qui veulent rentrer dans cette structure qu'on va créer autour de l'énergie. On veut vraiment créer une communauté autour de l'énergie. Et juste pour le petit symbole, il était là sur Sofest, mais pas dans la salle aujourd'hui. Notre secrétaire général a eu une idée qui est plutôt assez marrante. Donc, on va avoir une personne morale organisatrice. C'est vraiment ce qui est imposé par la loi pour réguler qui paye, qui consomme l'énergie et ainsi de suite. Une société de projet où on va ouvrir au capital, où la ville rentre au capital, la chambre de commerce rentre au capital et ainsi de suite. Puis on va créer 2 associations à côté. Une association pour que tout à chacun on puisse avoir 1, 2, 3 actions. Et le président de cet asso rentrera au capital de la société. Et puis on va également ouvrir une association que pour des enfants, donc que des gens mineurs qui pourront être aussi actionnaires. Alors j'imagine, c'est moi qui paierai pour mon fils, mais en tout cas j'avais envie que mon fils puisse avoir un bout de la turbine ou un bout d'un panneau photovoltaïque. Et c'était plutôt assez mignon. Et je pense que on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Quel va être l'impact sur le monde de ce qu'on fait? Bon, il va être relativement mineur. Par contre, en termes de sensibilisation, en termes de montrer que c'est possible, je pense que c'est surtout ça qui est intéressant. Ouais. Et oui, cette place des générations futures, elle revient aussi, de se dire pour les personnes qui vont nous survivre, on l'espère en tout cas. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je pense qu'il y a un micro qui peut circuler, qui va circuler. Tout était limpide et clair. Ah. Merci beaucoup pour tout cela. C'était assez passionnant. Petite question à Julien, je pense. Autant ça paraît à peu près clair de voir quel type de régulation on peut imaginer sur les transports. Enfin, encore que clair, je ne sais pas ce que ça implique. Sur les artistes et le gigantisme, ça serait quoi? Pardon? Les mesures qui pourraient être prises, est-ce que vous appelez à des mesures prises par la puissance publique Alors j'ai un directeur général adjoint qui est en charge du projet et notamment du développement durable, donc je vais lui confier la mission de trouver la solution. Non, plus sérieusement, la seule solution que je vois à l'heure actuelle, parce que la problématique sur les têtes d'affiche, on la connaissait. Et on en est un petit peu, on en a besoin sur un modèle comme le nôtre. La problématique, c'est que ça déroule maintenant sur les autres scènes. Ce que j'ai pas forcément précisé tout à l'heure, c'est plutôt ça qui nous inquiète. La seule solution qu'on est en train de voir, parce que je pense dans le bras de fer, on n'a pas la puissance, en tout cas, d'être dans le chantage et dans le bras de fer. La force, elle est plutôt assez inversée. On espère, c'est pour ça que je parlais de législation tout à l'heure, et je suis entièrement d'accord. J'ai fait un petit raccourci. Si la législation, elle se fait qu'à l'échelle française, ça va pas être bon du tout. Et je pense qu'il faut qu'elle se fasse à l'échelle européenne, et on pourrait espérer mondiale. Mais bon, là, je pense qu'il y a d'autres problématiques à régler dans un premier temps, malheureusement. Le seul sujet qu'on aborde à l'heure actuelle en interne, et à mon avis qui est pas suffisant mais qui pourrait être un début de réponse, c'est que le directeur artistique du festival qui est en charge de la programmation, au-delà du budget financier, est aussi un budget carbone. Et je pense que c'est la seule solution, mais en fait, on va se mettre nous-mêmes une balle dans le pied. Au final, on va pas régler le problème en tant que tel, si ce n'est peut-être sur le moyen ou sur le long terme. Si à un moment donné, on est nombreux à le faire, je pense que les artistes vont finir par le comprendre. Mais je trouve ça complètement, je sais plus quel mot t'as employé tout à l'heure, Erwan, mais moi je trouve ça complètement dingue quand aujourd'hui le développement durable et la problématique plutôt du réchauffement climatique est clair. Il y a quand même peu de négationnistes sur ce sujet de maintenant. On en a encore quelques-uns aux États-Unis, mais globalement, je pense que tout le monde est un peu d'accord. Et pour autant, il y a quand même peu de choses qui se passent, et je ne comprends pas comment les artistes sont souvent en train d'en parler. Il y a même des artistes qui sont reconnus pour ça, mais on voit bien que derrière, il y a quand même, c'est pas suivi de fait, et j'ai du mal à voir comment nous, à notre niveau, on va être en capacité de le faire, si ce n'est encore de se limiter nous-mêmes
à cette solution. Et je ne crois pas. Moi, je pense que nos événements, en tout cas, l'être humain a besoin, aura toujours besoin de se retrouver ensemble. Ça existe depuis les temps romains avec les pains et les jeux. Je pense qu'il y aura toujours besoin de méga événements. On aura toujours besoin de se retrouver. Donc, je ne crois pas au fait qu'on pourra uniquement programmer des artistes locaux dans les années à venir. Je pense que la culture, c'est justement l'ouverture vers l'autre, etc. Donc, je pense qu'il va falloir trouver des systèmes alternatifs, des systèmes peut-être de contraintes internes, externes. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, voilà, la seule solution qu'on trouve à l'heure actuelle, on réfléchit, c'est pas encore mis en place, mais ça fait déjà 2 ans qu'on en parle avec Cédric Cheminot, d'imposer un budget carbone à nos programmateurs. C'est une expérimentation qui a eu lieu d'ailleurs au Périscope, c'était ça dont tu voulais parler. Non, pas nécessairement, mais plutôt et c'est pas du tout pour se reposer sur eux, mais appuyer le rôle des syndicats, et notamment via certaines des expérimentations qui ont pu être menées. Donc, Déclic a été nommé ce matin. On a maintenant un projet financé grâce à Alternative Verte qui s'appelle Matrice, qui est mené par Ecocène. Donc ça permet aussi d'amener certaines choses, d'amener plus de la donnée et de travailler ça en collectif, parce que justement que la responsabilité ne repose pas juste sur un festival, et qu'on puisse du coup peser face à des forces qui sont quand même assez démesurées face à nous quand on est sur ces gros groupes. Et en complément évidemment des éco-conditionnalités, où certaines peuvent être pensées aussi en termes de justement d'une limite carbone qui ne serait pas dépassée. Mais là évidemment on a bien conscience que ça ne concerne que les personnes qui reçoivent des financements publics, ce qui pèse très très peu dans le budget de beaucoup de structures. J'ai oublié de le préciser, nous c'est 4% de fonds publics le festival, donc c'est pas du tout notre modèle. Déjà, c'est vrai qu'on est assez peu pourvu dans les musiques actuelles, mais nous, pour tout un tas de raisons, c'était pas notre modèle économique. Et plutôt des bonnes raisons, c'était pas une attaque particulière. Natalia, vous vouliez réagir? I just wanted to add, to hang on, you have to sometimes deconstruct your thinking. Perhaps you say you need A-list performers, but perhaps you don't always need them. I have 200,000 visitors, but I don't have in your term, A-list performers, like international big names there. But still, with a lot of smaller spaces, it ends up with 200,000 people. Yes, it's not that profitable. If it could have been, if I put all the, let's say 50,000 people in one space. But what I can see from younger generation, especially those ones who were teenagers during COVID, now they prefer smaller scale kind of or real connections. They enjoy workshops. Workshops became more popular, and formats of being able to interact with each other start to be, at least in Hungary, more popular in a way as well. So perhaps, I don't know, perhaps we just have some country audience preference differences, but perhaps you wouldn't need those all bigger names at the end of the day, and they would know a lot of other people. And the other one, you mentioned that 15% of your budget comes from drinks. Another shocking thing is that younger generations start preferring non-alcoholic drinks, and it started resulting in less alcohol consumption, although actually a lot of multinational brands would come around producing alcohol-free gin, alcohol-free this and that. So all the alcohol-free version of wine and beer and whatever. Let's not have a discussion on what we think on that. And they're even willing to pay the same price for a gin tonic with alcohol-free gin it. But perhaps, after a while, of course, if you can keep the price of the non-alcoholic drink
at the same level. You wouldn't have the drops from the beverage incomes, but if it can be another game changer as well, that their behaviors and their veganism and other measurements would anyways change our financial models and their preferences as well. Je parlais bien boisson, hein, pas forcément boisson alcoolisée. Hein. Je crois que notre 4e vente, ça doit être un jus de pomme qui est produit à 10 km. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous vouliez dire un dernier mot ? Est-ce que vous aviez quelque chose sur lequel vous ne vous êtes pas exprimé et que vous le souhaitez le faire avant qu'on clôture cette table ronde ? Alors, je suis pas forcément hyper à l'aise parce que j'aime bien vraiment maîtriser les sujets dont je parle, mais depuis 1 ou 2 ans, on commence à creuser la question de la comptabilité durable et ce qu'on appelle le CARE, donc Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. Et donc, c'est vraiment avoir la question environnementale au centre de la manière dont on travaille sa comptabilité. Et donc, du coup, c'est plus une question pour vous, parce que s'il y a des personnes qui ont expérimenté des choses ou qui connaissent ça ou qui... Voilà, ça m'intéresse et possiblement c'est un des sujets, je pense, qui va être intéressant aussi pour travailler autrement cette question justement économique et se projeter dans la prospective, dans les questions d'adaptation. Voilà, c'était une ouverture, mais venez me voir si vous voulez. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on peut finir là-dessus sur l'appel aussi à des contributions et à des connexions et à continuer à travailler ensemble au-delà de la présentation de projets hyper inspirants et de réflexion, puisque c'est quelque chose qui est toujours en cours. On a, je crois, malheureusement pas encore réglé le problème. On l'espérait. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de milieu d'après-midi.